La file du gardien a défié le millionnaire sans savoir qu'il était le propriétaire de tout. Il était revenu dans sa région natale en quête d'ordre, de silence et de contrôle. Mais il n'était pas prêt pour elle. Pas à cause de sa beauté, ni de son passé, mais à cause de la manière dont elle l'avait regardé droit dans les yeux sans savoir qui il était, et malgré cela, elle avait osé le défier. Dès cet instant, il sut que son monde, parfait et distant, était sur le point de s'embraser. Désolé d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle puisse grandir et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le bus avançait lentement sur la piste de terre, soulevant des nuages de poussière rougeâtre qui semblaient le poursuivre comme des fantômes dans le désert provençal. À l'intérieur, Émilie Galland serrait fermement sa petite valise, tout en observant le paysage aride de la Provence à travers la vitre tachée. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de Paris et la rapprochait d'un passé qu'elle avait tenté d'abandonner. 3 jours auparavant, elle avait enterré sa mère. Le cancer l'avait emportée en moins de 6 mois, laissant un vide aussi profond que le ciel qu'elle contemplait à présent. À 32 ans, Émilie avait bâti une vie respectable en tant que professeure de littérature dans un lycée de la capitale. Mais tout semblait désormais figé dans le temps. « Domaine du Chêne Vert », annonça le chauffeur, arrêtant le véhicule brinque-ballant devant un portail en fer forgé. Émilie descendit avec difficulté, la chaleur la frappant comme une gifle. Ses chaussures citadines s'enfoncèrent immédiatement dans la terre meuble, se teintant de la couleur rougeâtre caractéristique qui donnait son nom à la région. « Ma petite ». La voix rauque d'Ernest Galland, son père, résonna depuis la petite maison en adobe située à une centaine de mètres du portail principal. C'était un homme mince, tanné par le soleil, avec des rides profondes qui s'étaient multipliées depuis la dernière fois qu'Émilie l'avait vu, près de 2 ans auparavant. « Papa », murmura-t-elle en laissant tomber sa valise pour se jeter dans une étreinte maladroite. Il sentait la terre humide et le tabac bon marché, la même odeur qu'elle se rappelait de son enfance. « Je t'attendais demain », dit Ernest en prenant la valise. « J'aurais pu venir te chercher à Avignon. »« J'ai avancé le voyage », répondit-elle, évitant de mentionner qu'elle ne supportait plus de rester une journée de plus dans l'appartement vide qu'elle partageait avec sa mère. Ils marchèrent en silence vers la maison du gardien, une construction modeste mais impeccablement entretenue. Les cigales chantaient avec insistance, comme pour annoncer l'arrivée d'une étrangère. Au loin, le majestueux domaine principal se dressait, imposant, avec ses murs en pierre rose et ses tuiles rouges brillant sous le soleil implacable. « Monsieur Ernest, vous avez besoin de quelque chose ?» Une femme d'âge moyen, portant un tablier à fleurs, apparut depuis la cuisine. « Non, Madame Solange, c'est ma fille, celle dont je t'ai parlé. » La femme regarda Émilie avec des yeux curieux, presque méfiants. « Ah, la professeure de la capitale. Bienvenue, ma fille. » Son ton était poli mais distant. « Merci, » répondit Émilie, ressentant le poids d'être une étrangère dans l'endroit même où elle était née. À l'intérieur de la maison, le temps semblait s'être arrêté. Les mêmes meubles rustiques, les mêmes rideaux de dentelle jaunie, les mêmes photographies encadrées. Parmi elles, une de sa mère jeune et souriante lorsqu'elle travaillait aussi au domaine en tant que cuisinière. « Je t'ai préparé ton ancienne chambre », dit Ernest en posant la valise sur un lit étroit. « Repose-toi, tu dois être épuisée. » Émilie hocha la tête, remerciant en silence le fait que son père n'insistait pas pour parler des funérailles ou des raisons de son retour soudain. Elle avait besoin de s'enfoncer dans le silence, de se laisser envelopper par les souvenirs d'un temps plus simple. Elle se réveilla au crépuscule, la gorge sèche et l'esprit embrumé. Elle se leva, désorientée, cherchant l'interrupteur du mauvais côté du mur. Lorsqu'elle le trouva enfin, l'ampoule jaunâtre illumina la petite pièce, révélant des posters délavés de ses groupes musicaux préférés de l'adolescence. La maison était silencieuse. Sur la table de la cuisine, elle trouva un mot de son père. « Je suis allé voir le bétail. Il y a à manger dans le four. Ne m'attends pas éveillée. » Elle décida de sortir prendre l'air. La nuit était claire, avec une lune si brillante qu'elle n'avait presque pas besoin de lampe pour marcher. Ses pas la menèrent instinctivement vers le petit étang où elle avait l'habitude de se baigner durant les étés de son enfance. L'eau reflétait la lune comme un miroir d'argent, l'invitant à s'y plonger, à oublier. « Cette zone est interdite. » La voix grave et autoritaire la fit sursauter. En se retournant, elle distingua la silhouette d'un homme grand à contre-jour sous la lumière lunaire. Il portait un pantalon sombre et une chemise retroussée jusqu'au coude, laissant voir des avant-bras musclés.
Excusez-moi, mais je connais ce domaine parfaitement, répondit Émilie en se redressant pour compenser sa petite taille. J'ai grandi ici. L'homme fit un pas en avant, lui permettant de voir son visage. Il était attirant d'une manière austère, mâchoire carrée, sourcils épais, regard perçant qui la scrutait avec une froideur calculée. « Cela ne change rien au fait qu'il y a de nouvelles règles maintenant, » répliqua-t-il en croisant les bras. « L'étang est interdit après la tombée de la nuit. Et qui le dit ?» Émilie sentit une vague d'indignation monter. Le nouveau patron qui ne daigne même pas se présenter aux employés. Une lueur de quelque chose. Surprise, irritation, traversa le visage de l'inconnu. « Les règles existent pour des raisons de sécurité, pas par caprice, » répondit-il sans élever la voix. « Si vous connaissez si bien le domaine, vous devriez savoir que les renards descendent à l'étang la nuit. » Émilie serra les poings, sentant un besoin inexplicable de défier cet homme. « J'ai grandi en gérant les renards, monsieur. Je n'ai pas besoin qu'un étranger m'explique la terre qui m'a vu naître. Je n'ai pas besoin qu'un étranger m'explique la terre qui m'a vu naître. » L'homme la fixa comme s'il l'évaluait. Pendant un instant, Émilie crut voir un coin de ses lèvres se relever dans un sourire à peine contenu. « Impressionnant, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « La plupart des gens obéissent sans poser de questions. Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Manifestement, son regard s'intensifia. « Elle a un nom, la rebelle. »« Émilie Galland, » répondit-elle, se sentant étrangement vulnérable en prononçant son propre nom. « Fille d'Ernest, l'intendant. » Quelque chose changea dans l'expression de l'homme, une lueur de reconnaissance, aussitôt dissimulée derrière un masque d'indifférence. « La professeure venue de la capitale, » dit-il, comme s'il confirmait une information déjà connue. « Et vous êtes ?» demanda-t-elle en soutenant son regard. « Quelqu'un qui apprécie l'ordre, » répondit-il énigmatiquement, « et qui vous suggère à présent, non vous ordonne, de rentrer chez vous, pour votre sécurité. » Sans attendre de réponse, l'homme tourna les talons et s'éloigna à pas ferme vers le domaine principal. « Vous n'avez même pas la courtoisie de vous présenter » lui cria Émilie, incapable de se contenir. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Quand vous serez prête à écouter plutôt qu'à défier, alors peut-être vaudra-t-il la peine que je me présente » répondit-il avant de poursuivre son chemin. Émilie resta figée près de l'étang, tremblante de rage, ou peut-être d'autre chose, de plus difficile à nommer. Pour qui se prenait-il? Et pourquoi ce nœud inexplicable dans son ventre? La lune se reflétait dans l'eau, maintenant déformée par la brise nocturne, tout comme ses pensées. Elle retourna à la maison d'un pas décidé, trouvant son père dans la cuisine, en train de se préparer un café. « J'ai rencontré un des invités, » lança-t-elle sans détour, « un homme insupportable, arrogant. » Ernest la regarda avec prudence. « Grand, la quarantaine environ. »« Oui, c'est qui ce type ?» Son père poussa un long soupir, remuant lentement son café avec des gestes circulaires et délibérés. « Il vaut mieux que tu ne croises pas son chemin, ma petite. Les choses ont beaucoup changé par ici. Pourquoi tant de mystère? Qui est-ce? » « Nous en parlerons demain, » répondit Ernest en fuyant son regard. « Tu as eu une longue journée. » Cette nuit-là, Émilie ne parvint pas à dormir. Le visage de l'inconnu apparaissait à chaque fois qu'elle fermait les yeux. Il y avait quelque chose en lui, dans sa présence imposante, dans son regard perçant, qui la troublait profondément. Ce n'était pas seulement de l'indignation qu'elle ressentait, c'était une inquiétude plus primitive, plus dangereuse. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans la chambre principale du domaine du Chêne Vert, Sébastien d'Altaré, le nouveau propriétaire, ne trouvait pas non plus le sommeil, intrigué pour la première fois depuis des années par une personne qui avait osé le défier en face. L'aube au domaine du Chêne Vert s'annonçait menaçante. Des nuages lourds s'amoncelaient à l'horizon, chose rare en cette saison en Provence. Émilie observait le ciel par la petite fenêtre de la cuisine en sirotant un café avec son père. « Un sacré orage va tomber », commenta Ernest en suivant le regard de sa fille. « Il faut sécuriser les enclos. Les veaux tout juste nés pourraient le paniquer. »« Je vais t'aider », proposa Émilie. À Paris, elle avait oublié ce que c'était que de travailler avec ses mains, de sentir la terre, de s'occuper d'êtres vivants qui dépendent des soins humains. « Ce n'est pas nécessaire, ma petite. Tu n'es plus habituée à ce travail. Tu crois que je suis devenue une citadine inutile ?» demanda-t-elle avec un sourire de défi. « Je te rappelle que c'était moi qui t'aidais à faire véler les vaches quand j'avais 15 ans. » Ernest sourit, retrouvant en elle cette même détermination qui l'avait poussé à fuir le domaine pour aller étudier à l'université contre toute attente. La première goutte frappa le toit alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner. Lorsqu'ils sortirent, le ciel s'était assombri comme en pleine nuit,
et un vent glacial fouettait les arbres avec violence. « Ça va empirer !» cria Ernest par-dessus le grondement du vent. « Je vais à l'enclos ouest. Va à l'est. Il faut bien fermer les portails. » Émilie acquiesça et courut vers l'enclos indiqué, tandis que la pluie commençait à tomber en flèche sur son imperméable emprunté. Le vent hurlait entre les chênes verts, arrachant des branches qui volaient dangereusement autour d'elle. Arrivée sur place, elle découvrit avec horreur qu'un des portails s'était détaché et que 3 veaux apeurés tournaient en rond, se rapprochant dangereusement de la rivière qui gonflait déjà sous l'orage. Sans réfléchir, Émilie sauta la barrière et se précipita vers les animaux. La boue la faisait glisser, mais elle parvint à acculer 2 veaux contre le mur de l'étable. « Allez, du calme !» leur criait-elle, trempée jusqu'aux os. Le 3e veau, plus paniqué, s'était dirigé vers la berge de la rivière. Émilie courut après lui, glissant plusieurs fois dans la terre rouge détrempée. La pluie tombait avec une telle intensité qu'elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Le terrain descendait dangereusement vers le cours d'eau qui rugissait de plus en plus fort. « Reviens ici, fichu têtu !» hurla-t-elle en se lançant dans un dernier effort pour attraper l'animal. Ses doigts effleurèrent le cuir mouillé, juste au moment où son pied droit glissa sur la pente boueuse. Elle tomba à genoux, mais ne lâcha pas le veau. Dans un effort surhumain, elle commença à le tirer en direction de l'enclos. Soudain, elle sentit le poids s'alléger. En levant les yeux embués de pluie et de boue, elle distingua une silhouette imposante qui avait attrapé l'animal de l'autre côté. « Lâchez-le quand je vous le dis !» ordonna une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Je vais l'emmener à l'étable. » Émilie obéit presque par instinct. L'homme hissa le veau sur ses épaules avec une force stupéfiante et courut vers l'abri. Elle le suivit, sentant la boue aspirer ses bottes à chaque pas. Une fois à l'intérieur de l'étable, le rugissement de la tempête fut étouffé. Une fois à l'intérieur de l'étable, le rugissement de la tempête fut étouffé. L'homme déposa le veau près des autres, qui tremblaient dans un coin. La lumière d'une lampe à huile éclairait faiblement l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. « Vous êtes folle ou vous avez simplement un instinct suicidaire ?» La voix de l'homme était aussi tranchante que la veille au soir, mais il y avait autre chose. « De l'inquiétude ?»« Je sauvais le bétail, » répondit Émilie en tentant de reprendre son souffle. « C'est mon travail. Ce n'est pas votre travail de risquer votre vie pour quelques veaux. » L'homme s'approcha, lui laissant voir son visage à la lumière vacillante. Il était aussi trempé qu'elle, sa chemise blanche collée à son torse, révélant des muscles tendus. « Je ne suis pas une employée comme les autres, » répliqua-t-elle, en redressant le menton malgré le froid qui commençait à lui glacer les os. « Tout ceci, » dit-elle en désignant l'étable, « fait partie de ma vie. » L'homme la regarda de nouveau, comme s'il l'évaluait encore. « J'admire votre courage, » dit-il enfin, d'un ton plus doux, « mais cela reste une imprudence. » Un éclair illumina l'étable à travers les interstices, suivi d'un tonnerre assourdissant. Émilie sursauta malgré elle. « Il va falloir attendre que ça se calme, » commenta-t-il en retirant sa chemise trempée et en l'essorant. Les muscles de son dos se contractèrent sous le mouvement. Émilie détourna les yeux, gênée. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle en se serrant dans ses bras pour se réchauffer. « Mon père évite de parler des nouveaux propriétaires. » L'homme se tourna vers elle, le torse nu brillant de gouttes d'eau à la lumière de la lampe. Il sembla hésiter un instant. « Sébastien d'Altaré, » répondit-il enfin, « le nouveau propriétaire du domaine du chêne vert. » Les mots tombèrent entre eux comme un éclair. Émilie recula d'un pas partagé entre surprise et indignation. « Le propriétaire ? Et vous m'avez laissé croire que vous étiez un simple invité ?» Sa voix tremblait, sans qu'elle sache si c'était de froid ou de colère. « Pourquoi ne me l'avoir pas dit hier soir ?»« J'ai essayé de me présenter correctement, » répondit-il en s'approchant, « mais vous étiez trop occupé à me défier. »« Je n'ai pas, » commença Émilie, mais elle s'interrompit. Il avait raison. Elle avait été sur la défensive dès le début. Quoi qu'il en soit, vous auriez dû être clair. Sébastien esquissa un demi-sourire. Je voulais savoir qui était vraiment Émilie Galland, la fille rebelle de mon intendant. La femme qui a quitté le domaine pour devenir professeur. Elle le regarda, stupéfaite. Comment savez-vous autant de choses sur moi? Votre père parle de vous, avec fierté, même si vous avez du mal à le croire. Un autre éclair, un autre coup de tonnerre. Émilie tremblait visiblement maintenant. Sans un mot, Sébastien prit une couverture sur une étagère et s'approcha d'elle. « Vous êtes gelée, » murmura-t-il en tendant la couverture vers elle. « Ça va, » protesta-t-elle faiblement, mais ses dents claquaient. D'un geste doux, il posa la couverture sur ses épaules, puis, de manière inattendue, porta une main à sa joue. Du pouce, il essuya une tache de boue sur son visage. Le contact fut bref, mais électrisant. «
Vous avez du cran, professeur, dit-il à voix basse, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle chaud. Peu de citadins se jetteraient dans un enclos inondé pour sauver quelques veaux. Sa main resta une seconde de trop sur sa joue. À cet instant, quelque chose changea entre eux. La tension devint plus dense, chargée d'une électricité qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. Émilie se recula la première, déconcertée par l'intensité de ses propres émotions. « Je devrais aller voir mon père », balbutia-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Il doit être inquiet. »« Attendez que la pluie cesse », dit Sébastien sans bouger. « Votre père est un homme expérimenté. Il est sûrement à l'abri. » Mais Émilie ouvrait déjà la porte. La pluie s'était transformée en une fine bruine. « Merci pour votre aide, monsieur d'Altaré », dit-elle d'un ton formel, sans le regarder. « Je ne m'immiscerai plus dans vos affaires. » Elle sortit avant qu'il puisse répondre, courant sous la pluie légère vers la maison du contremaître. Son cœur battait à tout rompre, et ce n'était pas à cause de l'effort. Que venait-il de se passer? Pourquoi le regard de cet homme, son bref contact, l'avait-il autant troublé? Depuis la porte de l'étable, Sébastien d'Altaré regardait sa silhouette s'éloigner, passant une main dans ses cheveux mouillés. En 15 ans de carrière dans l'agro-industrie, il avait négocié avec des politiciens corrompus, affronté des groupes territoriaux et conclu des contrats de plusieurs millions sans trembler. Mais maintenant, pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentait désarmé face à une simple institutrice de campagne. « Émilie Galland », murmura-t-il pour lui-même, savourant chaque syllabe du nom. « Tu es un problème auquel je ne m'attendais pas. » Les jours suivant la tempête, Émilie évita de s'approcher du domaine principal. Elle se consacra à aider son père dans des tâches secondaires et à réorganiser la petite bibliothèque de l'école communale, où elle avait décroché un poste d'institutrice remplaçante pour les matinées. Pourtant, la présence de Sébastien d'Altaré semblait rôder dans chaque recoin du domaine du chêne vert. « Tu m'écoutes, ma petite ?» La voix de son père la ramena à la réalité. Ils prenaient à leur petit déjeuner des œufs à la provençale, dans la cuisine quand Ernest lâcha la nouvelle. « Je te disais que Madame Valentine Rivière arrive aujourd'hui. »« Qui ?» demanda Émilie, masquant sa distraction. « La fille de Monsieur Eugène Rivière, le plus grand propriétaire terrien de la région. Elle vient passer quelques jours au domaine. » Ernest baissa la voix, bien qu'ils fussent un seul. On dit qu'elle avait été la compagne du patron d'Altaré. Émilie sentit une pointe inexplicable en elle. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»« Rien. Mais il y aura un dîner de bienvenue ce soir. Madame Solange s'en occupe depuis l'aube. On est invité. »« Je n'ai pas l'intention d'y aller, » répondit Émilie en se levant pour laver son assiette. « Le patron a insisté pour que tu sois présente, » ajouta Ernest en observant attentivement la réaction de sa fille. « Le patron a insisté pour que tu sois présente, » ajouta Ernest en observant attentivement la réaction de sa fille. Émilie s'arrêta net. « Et lui qui t'a demandé que je vienne ?»« Oui, il a dit que ce serait impoli de ne pas inviter la nouvelle institutrice du village. » Le convoi de 3 voitures noires aux vitres teintées arriva peu après midi, soulevant un nuage de poussière visible depuis n'importe quel point du domaine. Émilie, qui revenait de l'école, s'arrêta pour observer la scène à distance. De la voiture du milieu descendit une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Grande, élancée, vêtue d'une robe couleur champagne qui tranchait avec sa peau hâlée et sa chevelure noire impeccablement coiffée. Elle avançait avec l'assurance de celle à qui le monde semble toujours céder le passage. Sébastien d'Altaré sortit pour l'accueillir, élégant dans un costume sombre qui le rendait encore plus impressionnant. La femme l'embrassa avec familiarité, déposant un baiser sur chaque joue avec un enthousiasme manifeste. Il répondit à la salutation avec politesse, mais même de loin, Émilie perçut une certaine raideur dans sa posture. « Elle est superbe, n'est-ce pas ?» La voix de Madame Solange, la cuisinière, fit sursauter Émilie. La femme s'était approchée sans qu'elle s'en aperçoive. « On dit qu'ils ont failli se marier. Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie, incapable de se retenir. Solange haussa les épaules. « Personne ne sait vraiment. Mais les rumeurs disent qu'il l'a laissé tomber une semaine avant le mariage. » Ce soir-là, contre toute logique, Émilie se retrouva à enfiler la seule robe qu'elle avait apportée. Un modèle simple de couleur turquoise qui faisait ressortir sa peau dorée et ses yeux sombres. Elle releva ses cheveux en un chignon désinvolte, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle ne portait ni bijoux ni maquillage sophistiqué, mais cette simplicité lui conférait une beauté naturelle qui contrastait avec l'artificiel. « Tu es ravissante », dit son père avec fierté en la voyant sortir de sa chambre. « Comme ta mère à ton âge. » La salle à manger principale du domaine était impressionnante. Une longue table en bois massif dominait l'espace
éclairée par un lustre en fer forgé. Les murs ornés de peintures de paysages provençaux et de vieilles photographies de la propriété racontaient l'histoire de plusieurs générations. Lorsqu'Émilie et Ernest entrèrent, plusieurs invités étaient déjà présents. Le maire du village voisin, quelques éleveurs influents et bien sûr Valentine Rivière, qui monopolisait la conversation avec des anecdotes de ses voyages à travers l'Europe. « Monsieur Ernest !» s'exclama Sébastien en les apercevant. « Je suis heureux que vous ayez pu venir. » Son regard s'arrêta sur Émilie, la parcourant brièvement avec une intensité qui la fit se sentir mise à nu. « Merci pour l'invitation, patron », répondit Ernest avec formalité. « Et vous devez être la fameuse institutrice », intervint Valentine en s'approchant avec un sourire calculé. « Sébastien m'a parlé de votre exploit héroïque pendant la tempête. »« Ce n'était rien d'héroïque, » répondit Émilie avec simplicité. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Quelle modestie !» s'exclama Valentine en lui prenant le bras comme si elles étaient de vieilles amies. « Mais permettez-moi de vous dire que votre robe est délicieusement sobre, presque scolaire, non ?» Émilie sentit la pique dissimulée sous le compliment, mais elle garda son calme. « La véritable élégance n'a jamais besoin de crier », répliqua-t-elle en soutenant le regard de la femme. Valentine rit d'un air faussement amusé. « Touché ? Sébastien, tu ne m'avais pas dit que ta nouvelle professeure avait autant de caractère. » Le dîner se déroula entre discussions superficielles sur la politique locale, le prix du bétail et les potins de la haute société d'Avignon. Émilie resta pour la plupart silencieuse, observant les dynamiques. Sébastien, assis en bout de table, participait poliment mais sans réel enthousiasme. Valentine, stratégiquement placée à sa droite, trouvait toutes les occasions pour le toucher négligemment, se penchant vers lui pour parler, riant à outrance à la moindre remarque. « Dites-nous, mademoiselle Galland », lança soudainement Valentine en interrompant une discussion sur le prix des avocats. « Comment une fille de contremaître devient-elle institutrice à Paris? Cela doit être toute une success story. » Le silence tomba sur la table. Tous regardèrent Émilie, certains avec curiosité, d'autres visiblement mal à l'aise. « J'ai étudié grâce à des bourses, » répondit Émilie calmement, « et j'ai eu la chance d'avoir un père qui valorisait plus mon éducation que mon obéissance. »« Quelle source d'inspiration !» s'exclama Valentine avec un enthousiasme forcé. « C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui, malgré ses limitations d'origine, accomplit autant. N'est-ce pas, Sébastien ?» Émilie vit les jointures de Sébastien blanchir autour de sa coupe de vin. Son visage resta impassible, mais quelque chose avait changé dans son regard. « Je pense, » répondit-il d'une voix maîtrisée, « que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec son origine, mais tout avec son caractère. »« Bien sûr, mon cher, » s'empressa de dire Valentine. « Je voulais simplement souligner le mérite de notre invitée. Même si, évidemment, ce n'est pas comme si elle était neurochirurgienne, n'est-ce pas? Juste une institutrice rurale. » Elle adressa un large sourire à Émilie. « Un métier honorable, bien entendu. L'esprit des enfants est la ressource la plus précieuse de ce pays, » intervint soudainement le maire. « Je suis moi-même fils d'une institutrice de campagne. » La conversation bifurqua vers d'autres sujets, mais le mal était fait. Pendant le dessert, Émilie remarqua que Valentine et Sébastien parlaient à voix basse. Elle souriait avec séduction, lui gardait une expression indéchiffrable. À la fin de la soirée, alors que les invités prenaient un congé, Émilie se retrouva un instant seule avec Sébastien dans le couloir menant au jardin. « Merci d'être venu, » dit-il, d'une voix plus chaleureuse que d'habitude. « Je sais que vous auriez préféré être n'importe où ailleurs. Ce n'était pas si terrible, mentit-elle. Votre petite amie est intéressante. »« Ce n'est pas ma petite amie, » répondit-il aussitôt, avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Leurs regards se croisèrent, un instant chargés d'électricité. Leurs regards se croisèrent, un instant chargé d'électricité. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils commençaient tous deux à ressentir. « Sébastien, chéri, où t'étais-tu encore caché ?» La voix de Valentine brisa l'instant. « Oh, tu es là, avec l'institutrice. Comme c'est charmant. Je m'en allais déjà, dit Émilie rapidement. Bonne nuit. » Alors qu'elle s'éloignait, elle sentit le poids de deux regards sur elle. L'un, froidement hostile, l'autre, intensément troublé. Aucun des trois ne savait encore que ce dîner n'avait été que le premier mouvement d'une partie où les cœurs seraient les pièces les plus précieuses et les plus vulnérables. Une semaine après le dîner, Émilie tentait de retrouver sa routine. Chaque matin, elle donnait cours à l'école communale et l'après-midi, elle aidait aux tâches du domaine ou préparait ses leçons. Elle avait réussi à éviter Sébastien, même si Valentine semblait surgir par hasard sur son chemin avec une régularité suspecte,
toujours avec un sourire mielleux et des remarques apparemment innocentes sur les projets de rénovation qu'elle élaborait avec son Sébastien pour le domaine du chêne vert. Ce dimanche matin-là, Émilie décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, monter à cheval. Durant son adolescence, elle avait été une excellente cavalière, mais la vie en ville avait mis ses compétences en sommeil. « Tu es sûre, ma petite ?» demanda Ernest en l'aidant à sceller Éclair, un alezan au tempérament calme. « Peut-être devrais-tu commencer avec une jument plus docile. Éclair et moi, on est de vieux amis, » répondit-elle en caressant le museau de l'animal qui hennit doucement comme s'il la reconnaissait. « Je vais juste faire un tour sur la plaine nord du domaine. » Le soleil du matin baignait la terre rouge d'un éclat doré, tandis qu'Émilie avançait lentement sur les sentiers familiers. La sensation de liberté, le vent sur son visage, le rythme cadencé du cheval sous elle, tout lui rappelait pourquoi elle aimait cet endroit malgré les années passées à vouloir le fuir. En approchant du ruisseau qui délimitait la propriété, Émilie aperçut un cheval noir attaché à un chêne vert. Elle reconnut aussitôt l'étalon pur sang que Sébastien montait parfois. Un instinct lui souffla de faire demi-tour, mais son orgueil fut plus fort. Elle le trouva assis sur un rocher, contemplant le ruisseau, l'air pensif. Il portait un jean, des bottes de cuir et une chemise bleue retroussée, bien plus décontractée que dans ses habituels costumes d'entrepreneur. « Bonjour !» lança-t-elle en restant à bonne distance. Sébastien se retourna, surpris. Un instant, son visage s'éclaira d'une lueur de joie avant de reprendre son expression mesurée. « Mademoiselle Galland !» répondit-il en se levant. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Ça est mon endroit préféré depuis l'enfance, » expliqua-t-elle en descendant prudemment de cheval. Éclair hennit nerveusement. « On dirait que votre cheval est un peu nerveux, » observa Sébastien en s'approchant. « Il est juste excité par... » Avant qu'elle ne puisse terminer, un bruit sec dans les buissons fit sursauter Éclair. Le cheval se cabra violemment. Surprise, Émilie tenta de le calmer, mais ses années d'inexpérience se firent sentir. Elle perdit l'équilibre et chuta en arrière, heurtant sa tête contre une pierre. La douleur fut immédiate, fulgurante. Un instant, tout devint noir. Lorsqu'elle retrouva partiellement conscience, elle se vit fixée par les yeux affolés de Sébastien, qui la tenait dans ses bras, le visage marqué par une terreur pure. « Émilie, Émilie, réponds-moi !» Sa voix tremblait d'angoisse, dépouillée de toute froideur. « Par pitié, dis-moi que ça va. »« Je... » murmura-t-elle, en tentant de se redresser. Une vive douleur à la tête la fit gémir. « Ne bouge pas », ordonna-t-il en examinant doucement l'arrière de son crâne. Ses doigts touchèrent une zone humide et elle frissonna. « Tu saignes. Il faut que je t'emmène à la maison. »« Je peux marcher », protesta-t-elle faiblement. « Pas question. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Sébastien la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Émilie voulut résister, mais la douleur et une étrange sensation de sécurité la firent céder. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements rapides de son cœur. « Et Éclair ?» demanda-t-elle alors qu'il marchait d'un pas pressé vers le domaine. « Que le cheval aille au diable !» répondit Sébastien. « Il rentrera tout seul. Ce qui m'importe maintenant, c'est toi. » La façon dont il avait dit « toi », si personnel, si désarmé, fit vibrer quelque chose au plus profond d'Émilie. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison principale, Sébastien ignora les regards étonnés des employés et la transporta directement dans une chambre à l'étage, vaste, élégante, avec un lit immense et de grandes fenêtres donnant sur les champs. « C'est ta chambre », murmura Émilie pendant qu'il la déposait avec précaution sur le lit. « Il me faut de l'eau propre et la trousse de secours », ordonna Sébastien à une employée qui les avait suivis. Puis, il se tourna vers Émilie. « C'était la chambre la plus proche. Je ne voulais pas prendre le risque de te ramener jusqu'à chez ton père. » Avec une délicatesse inattendue, il examina la blessure sur sa tête. Ses doigts étaient étonnamment doux pour un homme d'affaires. « Ça ne semble pas profond, mais les blessures à la tête saignent toujours beaucoup, » commenta-t-il. « Tu te sens étourdi? Tu vois flou? »« Un peu étourdi, » admit-elle. « Mais je vais bien, vraiment. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. »« Toujours aussi têtu, » murmura-t-il avec un sourire qui adoucissait ses mots. « On devrait appeler un médecin. »« Non, » répondit-elle fermement. « J'ai juste besoin de repos. » Sébastien nettoya et désinfecta la plaie avec des gestes précis. La proximité était troublante. Émilie pouvait sentir sa lotion, un mélange de bois et de quelque chose d'indéfinissablement masculin. « J'ai appris les premiers secours en travaillant dans les champs de mon père, » expliqua-t-il en remarquant son regard interrogateur, « avant de devenir l'ogre industriel que tout le monde croit que je suis. »
avant de devenir l'ogre industriel que tout le monde croit que je suis. Je ne pense pas que tu sois un ogre, dit Émilie, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, elle vit de la vulnérabilité dans les yeux de Sébastien. « Mon père m'a envoyé chercher Valentine », dit une voix depuis la porte. Tous deux sursautèrent. Madame Solange les observait avec une expression indéchiffrable. « Il paraît qu'elle a mal à la tête et réclame de la compagnie. »« Dis-lui que je suis occupé, » répondit Sébastien sans détourner les yeux d'Émilie. « C'est une urgence. » Quand Solange se retira, le silence s'installa entre eux, à la fois confortable et tendu. « Tu devrais te reposer, » dit-il enfin, s'éloignant un peu. « Je vais rester pour m'assurer que tu vas bien. Les commotions peuvent être traîtres. »« Et si Valentine vient ?» demanda Émilie, détestant combien elle paraissait vulnérable. « Elle ne viendra pas. Cette chambre est mon espace privé. Personne n'y entre sans y être invité. » Les heures passèrent. L'après-midi céda au crépuscule, puis à la nuit. Sébastien resta assis près du lit, d'abord en silence, puis répondant à ses questions, et enfin partageant ses souvenirs. Il lui parla de son enfance en tant que fils d'un petit agriculteur, de la manière dont il avait bâti son empire à partir de rien, des sacrifices qu'il avait dû faire en chemin. « Et Valentine ?» demanda Émilie alors que la nuit était bien avancée. « C'est vrai que tu l'as laissée devant l'autel. » Sébastien poussa un long soupir. « Pas exactement. J'ai découvert que nos fiançailles faisaient un partie d'un plan de son père pour absorber mes entreprises. J'ai refusé d'être un pion dans son jeu et j'ai rompu une semaine avant le mariage. Ils ne m'ont jamais pardonné. Et pourquoi est-elle ici maintenant? Parce que son père est en train de mourir et cherche à sécuriser ses alliances. Je suis sa dernière chance de préserver leur influence familiale. » Émilie se tut, absorbant l'information. Sébastien se pencha vers elle, replaçant doucement une mèche tombée sur son front. « Et toi ?» demanda-t-il à voix basse. « Pourquoi es-tu revenu? Ton père dit que tu avais juré de ne jamais revenir. »« Ma mère est morte, » répondit-elle, sentant un nœud dans sa gorge. « Un cancer. C'était rapide et dévastateur. J'avais besoin de retrouver mes racines, je suppose. »« Je suis désolé, » murmura-t-il en prenant sa main entre les siennes. Cette fois, le geste n'avait rien d'accidentel. « J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. La douleur ne disparaît jamais vraiment. » Leurs mains restèrent liées, tandis que la conversation prenait un tour plus intime. À un moment, la fatigue eut raison d'Émilie. Le dernier souvenir qu'elle garda fut la chaleur des doigts de Sébastien entrelacés aux siens, et sa voix grave lui racontant les étoiles qu'on voyait depuis le domaine du chêne vert. Elle se réveilla au lever du jour, les premiers rayons du soleil filtrant par la fenêtre. Un instant, elle fut désorientée, puis elle le vit. Sébastien dormait mal installé dans un fauteuil près du lit, la tête penchée, le visage détendu, dénué de son habituelle expression de contrôle. Une main reposait sur le matelas, comme s'il avait tenu la sienne jusqu'à sombrer dans le sommeil. À cet instant, en le voyant ainsi, vulnérable et humain, Émilie accepta la vérité qu'elle s'efforçait de nier. Elle était en train de tomber amoureuse de l'homme qui incarnait tout ce qu'elle avait toujours rejeté. Et à la façon dont il était resté à ses côtés toute la nuit, elle soupçonnait que le sentiment était réciproque. Rien ne serait plus jamais comme avant entre eux. La fête de la Saint-Jean était célébrée chaque année au domaine du Chêne Vert avec beaucoup d'enthousiasme. C'était une tradition qui réunissait tous les ouvriers, leurs familles et les habitants des environs pour une nuit de musique, de nourriture et de danse autour d'un grand feu de joie. Cette année, Sébastien avait choisi de maintenir la tradition, en l'enrichissant de plus de musique, de mets raffinés et de décorations qui transformaient la cour centrale du domaine en un espace féerique. Émilie hésita jusqu'à la dernière minute avant d'y aller. Depuis l'accident de cheval, elle avait évité Sébastien pendant 3 jours, troublée par ses propres émotions. De son côté, Valentine semblait décidée à marquer son territoire, apparaissant continuellement au bras de Sébastien au village et annonçant à qui voulait bien l'entendre que de grandes nouvelles seraient bientôt annoncées. « Tu dois y aller », insista Ernest pendant le dîner la veille. « Tu as toujours adoré la fête de la Saint-Jean. Ne laisse personne t'en priver. » Alors elle y était debout devant le petit miroir de sa chambre. Elle avait choisi une robe simple mais élégante, de couleur corail, qui rehaussait sa peau dorée. Ses cheveux, habituellement attachés, retombaient en vagues douces sur ses épaules. Une touche de brillant sur les lèvres, un collier de perles en bois ayant appartenu à sa mère, et elle était prête. La fête battait déjà son plein quand elle arriva. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres. Des tables garnies de quiches, gratins, galettes et douceurs artisanales bordèrent la cour, et un groupe jouait des airs joyeux qui invitaient à danser.
Le grand feu de joie centrale, encore éteint, attendait le moment culminant de la nuit. « Mademoiselle Galland !» crièrent plusieurs de ses élèves en courant pour la saluer. Leurs visages rayonnaient de joie de la voir hors du cadre scolaire. « Comme vous êtes belle, maîtresse !» s'exclama Lucie, une petite fille de 10 ans qui l'adorait. « Merci, ma chérie. Vous êtes très élégants aussi. » Alors qu'elle saluait les parents d'élèves et d'autres connaissances, Émilie sentit un regard posé sur elle. Sébastien, debout près de la maison principale, discutait avec quelques invités notables, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Il portait un costume régional, chemise blanche brodée, pantalon sombre et bottes. Il était terriblement séduisant. « On dirait que tu fais de l'effet », murmura son père en s'approchant avec 2 verres de vin chaud aux fruits. Même Madame Valentine est verte de jalousie. C'était vrai, c'était vrai. La femme sophistiquée, vêtue d'une robe de créateur totalement inappropriée pour la festivité, observait Émilie d'un regard acide depuis l'autre côté de la cour. « Qu'elle regarde autant qu'elle veut », répondit Émilie en prenant une gorgée de vin chaud aux fruits. « Ce soir, je n'ai pas l'intention de me soucier d'elle. » La soirée avançait entre rires, conversations et danses traditionnelles. Émilie se surprit à réellement s'amuser, se rappelant pourquoi, malgré ses envies de fuite, elle avait toujours aimé la simplicité et la chaleur de la vie rurale. « Votre attention, s'il vous plaît !» La voix de Sébastien s'éleva au-dessus du murmure ambiant. Comme chaque année, vient le moment d'allumer le feu de la Saint-Jean. La tradition dit que cette nuit est magique, que le feu purifie le passé et ouvre la voie à de nouveaux commencements. Il fit une pause et ses yeux croisèrent ceux d'Émilie dans la foule. Que la lumière de ce feu éclaire non seulement nos visages, mais aussi nos cœurs. Sur ces mots, il alluma l'énorme tas de bois. Les flammes s'élevèrent rapidement, baignant la cour d'une lumière dorée. Les convives applaudirent et la musique reprit avec un rythme plus lent et envoûtant. « Il est de tradition que les maîtres de maison ouvrent le bal », annonça le maître de cérémonie. « Monsieur d'Altaré, nous feriez-vous l'honneur ?» Tous les regards se tournèrent vers Sébastien. Valentine fit un pas en avant, souriant avec assurance, mais il s'était déjà mis en mouvement. Il traversa la cour d'un pas déterminé, droit vers Émilie. « M'accordes-tu cette danse ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Un murmure parcourut l'assemblée. Valentine pâlit visiblement. Émilie eut l'impression que le temps s'était arrêté. « Avec grand plaisir », répondit-elle en prenant sa main. L'orchestre entama une douce mélodie d'inspiration folklorique. Sébastien la guida vers le centre de la cour, entouré par le cercle des invités qui les observaient avec surprise et curiosité. Il posa une main sur sa taille, maintenant une distance respectueuse, mais pleine d'intimité. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-il en commençant à danser au rythme de la musique. « Comment en étais-tu si sûre ? Parce que tu es courageuse. Tu l'as toujours été. » Ses yeux la fixaient avec une intensité qui la faisait frissonner. « Tu es magnifique ce soir, Émilie. Toi non plus tu ne t'en sors pas trop mal, » répondit-elle, en tentant de rester calme. Pour un ogre industriel, il sourit un sourire sincère qui transformait complètement son visage. « J'aime quand tu me défies. Personne d'autre n'ose. » Ils dansèrent en silence pendant plusieurs minutes, conscients des regards, mais perdus dans leur propre monde. Sébastien dansait avec une élégance naturelle, la guidant fermement, mais sans domination. « Ta petite amie a l'air de vouloir me tuer », commenta Émilie, remarquant le regard furieux de Valentine en périphérie. « Ce n'est pas ma petite amie », répondit-il avec fermeté. Puis, plus bas, « Elle ne l'a jamais vraiment été. C'était une erreur que j'ai failli commettre pour de mauvaises raisons. » La musique changea et d'autres couples rejoignirent la piste. Le cercle d'attention autour d'eux se dissipa, mais ils continuèrent de danser, de plus en plus proches, de plus en plus synchrones. « Ça ne t'inquiète pas ce que les gens diront ?» demanda Émilie. « Le patron et la fille de l'intendant, on dirait le scénario d'un feuilleton bon marché. Mais je me fiche éperdument de ce que pensent les gens, » répondit-il en resserrant légèrement sa prise sur sa main. « J'ai passé ma vie à me préoccuper des apparences. Je suis fatigué, Émilie. Fatigué de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. » Leur danse les mena jusqu'à la lisière de la cour, près des vergers de citronniers où la lumière du feu n'arrivait presque plus. La musique paraissait lointaine à présent. « C'est à qui es-tu vraiment, Sébastien d'Altaré » demanda-t-elle, soudain consciente qu'ils étaient seuls. Il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. Sa main remonta lentement pour effleurer sa joue avec une tendresse inattendue. « Un homme qui ne peut plus cesser de penser à toi depuis que tu m'as défié près de l'étang, » confessa-t-il, la voix rauque. « Un homme qui a passé des années à construire des murs et qui découvre qu'une institutrice têtue est en train de les faire tomber un par un. » Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Aucun mot ne lui venait.
Elle ne pouvait que le regarder, perdue dans l'intensité de son regard. « Dis-moi de m'arrêter » murmura-t-il en se penchant lentement vers elle. « Dis-moi que je suis fou, que c'est une erreur. »« Je ne peux pas » souffla Émilie, fermant les yeux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, presque timide, qui se transforma vite en quelque chose de plus profond, de plus urgent. Émilie sentit le monde s'effacer autour d'elle. Les mains de Sébastien encadraient son visage avec une délicatesse infinie, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. Elle s'accrocha à sa chemise, l'attirant plus près, répondant à son baiser avec une passion qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils haletaient légèrement. Sébastien appuya son front contre le sien, les yeux clos. « Mon Dieu, Émilie, murmura-t-il, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Elle n'avait pas de réponse. Elle savait seulement qu'un bouleversement profond s'était produit en elle, comme si elle s'éveillait après des années de sommeil. « Sébastien, où es-tu » La voix de Valentine trancha l'instant comme une lame. Ils se séparèrent instinctivement, même si tout révélait ce qui venait de se passer. Leurs lèvres rougies, leur respiration saccadée, la rougeur sur leurs joues, tout les trahissait. Valentine apparut entre les citronniers, élégante et glaciale comme un iceberg. Son regard passa de l'un à l'autre, évaluant la scène avec une précision impitoyable. « Eh bien, dit-elle d'une voix empoisonnée. « Quelle scène ! Champêtre, le propriétaire terrien et la paysanne. Presque poétique, tu ne trouves pas, Sébastien ? Valentine !» La voix de Sébastien était tendue, maîtrisée. « Ce n'est pas le moment. »« Oh, je pense que c'est justement le moment, » répondit-elle, en plantant son regard dans celui d'Émilie. « Le moment pour notre chère institutrice de comprendre exactement où elle met les pieds. Le moment pour notre chère institutrice de comprendre exactement où elle met les pieds. Il t'a parlé des contrats avec mon père, des millions qui dépendent de notre union, de ce qui arrivera à ce domaine et à tous ces chers travailleurs si ces contrats tombent à l'eau. » Émilie regarda Sébastien, cherchant un démenti dans ses yeux. Elle n'en trouva pas. « Ne l'écoute pas, dit-il, essayant de lui prendre la main. C'est plus compliqué qu'elle ne le laisse entendre. » Émilie fit un pas en arrière, puis un autre. La magie de l'instant d'avant se dissipait comme la brume au soleil. « C'est toujours compliqué, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec un sourire triste. « J'aurais dû me rappeler que dans ton monde, tout se résume à des contrats et des millions. Émilie, je t'en prie. » Mais elle s'éloignait déjà, disparaissant entre les arbres, laissant derrière elle la chaleur du feu de la Saint-Jean et l'écho d'un baiser qui, elle le comprenait maintenant, n'aurait jamais dû avoir lieu. Les jours qui suivirent la fête, Émilie se plongea dans son travail à l'école de campagne. Elle prolongea ses horaires, organisa des activités supplémentaires avec les enfants, tout pour rester occupée et loin du domaine du chêne vert. Les nuits étaient les plus difficiles. Le souvenir du baiser la hantait, le fantôme de ses lèvres sur les siennes, l'intensité de son regard. Sébastien avait tenté de lui parler à plusieurs reprises. Il avait envoyé des messages par son père, s'était présenté un après-midi à l'école, moment où elle s'échappa par la porte arrière, et avait même glissé une lettre sous sa porte, lettre qu'Émilie n'avait pas eu le courage de lire. « Tu te comportes comme une adolescente », lui reprocha Ernest un soir pendant le dîner. « Le patron veut t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer », coupa Émilie, remuant sans appétit sa soupe. « Tout est très clair. C'était un moment de faiblesse, une erreur. » Mais ils savaient tous deux qu'elle mentait. Ses yeux éteints et les cernes qui commençaient à se creuser sous ses paupières trahissaient combien il lui coûtait de maintenir cette façade d'indifférence. Ce même matin, Valentine était apparue à l'école sous prétexte de soutenir l'éducation rurale. Habillée d'un tailleur impeccable et couverte de bijoux tape à l'œil, elle avait interrompu le cours d'Émilie pour faire une annonce spéciale. « Les enfants, très bientôt mon fiancé Sébastien et moi inaugurerons une fondation éducative », avait-elle déclaré avec un sourire éblouissant. « Et dans le cadre de notre engagement social, nous offrirons des bourses universitaires aux meilleurs élèves. » Émilie était restée impassible devant ses élèves, mais chaque mot avait été une lame. « Fiancé, Sébastien ne lui avait-il pas dit que tout était fini entre eux ? » « Ah, et maîtresse, » avait ajouté Valentine en sortant, lui tendant une enveloppe. « L'invitation à notre réception de fiançailles. C'est samedi prochain. Sébastien a insisté pour que vous soyez présente. » L'enveloppe reposait maintenant, toujours fermée, sur sa table de nuit. Elle n'avait plus besoin de preuves de la duplicité de Sébastien d'Altaré. « Émilie, viens vite !» La voix urgente de son père l'attira de ses pensées. Ernest était à la porte, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Madame Solange est venue me dire qu'une rumeur horrible circule dans le village, » expliqua-t-il. «
Quelqu'un a transmis des photos et des documents au journal régional. Quelles photos? Demanda Émilie, sentant un nœud se former dans son ventre. Des photos de toi et du patron, le jour de ta chute avec le cheval. Quelqu'un les a modifiées pour que cela paraisse inapproprié. Émilie sentit le sang quitter son visage. Et les documents? Un prétendu contrat prénuptial entre le patron et Valentine, signé il y a plusieurs semaines, et une lettre dans laquelle il s'engage à licencier tout employé causant des problèmes. Y compris l'intendant et sa fille? Demanda Émilie d'une voix dangereusement calme. Ernest acquiesça gravement. Surtout eux, d'après ce qu'indique le document. Émilie ferma les yeux, respirant profondément. C'était donc cela le jeu de Valentine, ruiner sa réputation et menacer le travail de son père en un seul mouvement. « Je ne crois pas que le patron ait signé ça », ajouta Ernest prudemment. « Ça ne lui ressemble pas. Et comment tu sais quel est son style, me papa? Tu le connais depuis quoi? 6 mois? Moi non plus, je ne pensais pas qu'il était du genre à jouer avec 2 femmes à la fois, et regarde où on en est. » Le téléphone de la maison sonna, les faisant sursauter. Ernest décrocha, écouta brièvement, puis regarda sa fille. « C'est lui. Il veut te parler. Il dit que c'est urgent. »« Je n'ai rien à lui dire. Il dit que si tu ne lui parles pas au téléphone, il viendra en personne. » Émilie arracha le combiné des mains de son père. « Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas déjà causé assez de dégâts? Émilie, écoute-moi. » La voix de Sébastien était tendue, presque désespérée. « Les documents sont faux. Les photos sont truquées. Valentine est derrière tout ça. Et la réception de fiançailles de samedi, elle est fausse aussi ?» répliqua-t-elle, la voix brisée par l'émotion contenue. « Quelle réception? Je ne vois pas de quoi tu parles. L'invitation que ta fiancée m'a remise en main propre ce matin. Mon Dieu, Sébastien, tu pourrais au moins mieux coordonner tes mensonges. Je te jure qu'il n'y a aucune réception. J'ai rompu définitivement avec Valentine après la nuit de la Saint-Jean. J'ai essayé de t'expliquer toute la semaine. » Émilie voulait le croire. Une part d'elle criait de lui faire confiance, mais la peur était plus forte. La peur d'être utilisée, de devenir la risée du village, que son père perde le travail qu'il aimait tant. « Ça ne m'intéresse pas. Quoi que ce soit qui se passe entre Valentine et toi, laisse-moi en dehors. Et tu as intérêt à ce que mon père garde son poste. Sinon je me chargerai personnellement que toute la presse régionale sache quel genre d'homme tu es. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes retenues. « C'était dur, » commenta Ernest, la regardant avec inquiétude. « C'est ce qu'il mérite, » répondit-elle en s'éloignant vers sa chambre. « C'est ce qu'il mérite, » répondit-elle en s'éloignant vers sa chambre. Segue abaixo a tradução completa e fiel, com todas as adaptações culturais aplicadas. Cette nuit-là, Ernest Galland fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 20 ans comme intendant. Il alla parler directement au patron sans y avoir été convoqué. Il trouva Sébastien dans son bureau, entouré de papiers, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Monsieur Ernest, » salua-t-il, surpris. « Entrez, je vous en prie. Je viens vous parler en tant que père, pas en tant qu'employé, » dit Ernest, restant debout. « Ma fille souffre, et vous en êtes la cause. » Sébastien laissa tomber les épaules dans un geste de défaite absolue. « Je le sais, et croyez-moi, la dernière chose que je souhaite, c'est lui faire du mal. Tout ça m'a échappé. Que se passe-t-il vraiment entre vous et Madame Valentine? Rien, absolument rien. » Sébastien se passa une main sur le visage fatigué. « Mais son père, Monsieur Eugène, contrôle presque toute la production agricole de la région. Il y a 5 ans, j'ai signé des contrats avec lui qui m'ont pratiquement lié à son entreprise. La condition implicite a toujours été que je finirais par épouser sa fille. Et pourquoi avoir signé un accord pareil? Parce que j'étais désespéré. Mon père venait de mourir en laissant de lourdes dettes. La banque allait saisir toutes nos propriétés. Monsieur Eugène est apparu comme un sauveur, m'offrant un financement et des contrats exclusifs. » Sébastien sourit amèrement. Évidemment, je n'ai compris le vrai prix qu'une fois qu'il était trop tard. Ernest acquiesça lentement. Il connaissait bien les tactiques des Rivière. Ce n'était pas la première famille qu'il détruisait avec leur jeu de pouvoir. Et maintenant? Maintenant, je me bats pour me libérer de ces contrats. J'ai des avocats qui travaillent en jour et nuit. Si je romps sans précaution, je perdrai non seulement ce domaine, mais tous ceux qui y travaillent se retrouveront à la rue. Et ma fille, quelle place elle a dans tout ça? Pour la première fois, Sébastien sembla vraiment vulnérable. Ses yeux brillèrent d'une émotion qu'Ernest reconnut immédiatement. « Votre fille, Monsieur Ernest, est la seule chose réelle qui me soit arrivée depuis des années. Je n'avais pas prévu de ressentir ça. C'est juste arrivé. Je donnerai tout ce que j'ai pour avoir une chance de lui prouver que mes sentiments sont sincères. » Ernest observa l'homme devant lui.
Il voyait une douleur sincère, du regret et quelque chose d'autre, de l'amour. Le même amour désespéré qu'il avait ressenti pour la mère d'Émilie tant d'années auparavant. « Elle ne veut pas écouter, dit-il enfin. Elle est blessée et effrayée. Je le sais, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Si vous pouviez la convaincre de me donner 5 minutes... » « Je ne peux pas faire ça, l'interrompit Ernest. Ma fille prend ses propres décisions. Tout ce que je peux vous offrir, c'est un conseil. Si vous l'aimez vraiment, prouvez-le par des actes, pas par des mots. Brisez ces chaînes qui vous lient aux rivières, quoi qu'il en coûte. » Lorsqu'Ernest rentra chez lui, il trouva Émilie qui l'attendait dans la cuisine. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix lasse. « Je suis allée parler au patron. » Émilie pâlit. « Pourquoi as-tu fait ça? Je t'avais dit que je ne voulais pas. Je suis ton père, mais je suis aussi un homme qui reconnaît quand un autre homme souffre d'amour, » l'interrompit Ernest avec douceur. « Ce garçon t'aime, Malita. Il est empêtré dans un pétrin plus grand que lui, mais ses sentiments pour toi sont réels. Je ne veux pas entendre ça, papa. Je le sais. C'est pour ça que je ne te raconterai pas ce qu'il m'a dit. Je te dirai seulement une chose. Parfois, la peur nous pousse à rejeter la seule chose qui pourrait nous sauver. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, 3 personnes contemplaient le même ciel étoilé, toutes 3 prises dans un filet de sentiments, de peur et d'espoir qu'il semblait impossible de démêler. L'amour né entre Émilie et Sébastien semblait maintenant une fleur fanée, avant même d'avoir pu éclore pleinement. La décision arriva comme arrivent les grandes décisions, dans le silence de l'aube, après une nuit d'insomnie et de larmes. Émilie se leva lorsque le premier rayon du soleil colora de doré la terre rougeâtre du chêne vert. D'un geste méthodique, presque mécanique, elle commença à faire sa petite valise, la même avec laquelle elle était arrivée quelques semaines plus tôt. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour se préparer. Sa vie au domaine avait toujours été temporaire, un refuge momentané après la mort de sa mère, pas un retour définitif. C'est ce qu'elle se disait maintenant, ignorant cette voix intérieure qui lui rappelait à quel point elle avait commencé à se sentir chez elle à nouveau. Ernest la trouva dans la cuisine, en train de préparer du café. La valise à côté de la porte disait tout. « Tu es sûre, Malita ?» demanda-t-il d'une voix douce qu'il réservait aux moments les plus délicats. « Les choses pourraient en s'éclaircir. Tout est déjà trop clair, papa, » répondit-elle en lui servant une tasse. « Cette vie, cet endroit, ce n'est pas pour moi. Ça ne l'a jamais été. Et l'école? Les enfants t'adorent. J'ai parlé avec la directrice hier soir. L'institutrice titulaire revient la semaine prochaine. Mon travail ici allait se terminer de toute façon. » Ils prirent leur petit déjeuner en silence, un silence chargé de mots non prononcés. Émilie regardait par la fenêtre, comme si elle voulait graver dans sa mémoire chaque détail du paysage. Les chênes verts bercés par la brise matinale, les montagnes bleutées à l'horizon, le chemin de terre qui serpentait jusqu'à la route principale. « Tu vas le lui dire ?» demanda enfin Ernest. Ils savaient tous deux de qui ils parlaient. « Je lui ai laissé une note », répondit-elle en montrant une enveloppe sur la table. « J'aimerais que tu la lui remettes. Tu devrais le faire en personne, ma fille. »« Je ne peux pas, papa. Si je le vois... » Sa voix trembla légèrement. « Si je le vois, je pourrais douter. Et je ne peux pas me le permettre. Le bus passerait devant l'entrée du domaine à 7 heures. À 6h30, Émilie fit ses adieux à son père dans une longue étreinte, lui promettant des visites fréquentes et des appels quotidiens. Tous deux savaient qu'elle tiendrait cette dernière promesse, mais la première, seul le temps le dirait. « Prends soin de toi, ma chérie. » murmura Ernest en embrassant son front, comme lorsqu'elle était petite. « Et souviens-toi que fuir n'est pas toujours la solution. »« Je ne fuis pas, » protesta-t-elle faiblement. « Je choisis la paix. » Avec sa petite valise à la main, Émilie emprunta le sentier familier jusqu'à l'entrée. Elle ne se retourna pas vers la demeure principale où elle savait qu'il était peut-être déjà réveillé, peut-être en train de penser à elle, ou peut-être pas. La blessure était trop récente, la douleur trop vive. Ce qu'elle ignorait, c'est que depuis la fenêtre de son bureau, Sébastien d'Altaré observait son départ. Il avait à peine dormi 2 heures, tourmenté par sa conversation avec Ernest et par l'impossibilité de réparer les choses avec Émilie. Lorsqu'il la vit apparaître sur le chemin, valise en main, son cœur s'arrêta un instant. Elle s'en va. La pensée tomba comme une pierre. Elle s'en va, et je n'ai même pas pu m'expliquer. L'impulsion de courir après elle, de la retenir, de la supplier d'écouter la vérité, était presque insupportable. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être le respect pour sa décision, ou bien la certitude que les mots ne suffiraient pas cette fois. Les actes, comme l'avait dit Ernest,
étaient la seule chose capable de prouver ses véritables sentiments. Quand Émilie disparut au détour du chemin, Sébastien s'affaissa dans son fauteuil, vidé émotionnellement et physiquement. Quelques minutes plus tard, un coup léger à la porte le fit sursauter. « Entrez !» Ernest entra, le visage sombre, et déposa une enveloppe sur le bureau sans dire un mot. « Elle est partie ?» demanda Sébastien, même s'il connaissait déjà la réponse. « Oui, monsieur. Le car pour Avignon passe à 7 heures. » Sébastien acquiesça, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Merci, monsieur Ernest. » Lorsque l'intendant sortit, Sébastien ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule feuille. Une phrase écrite d'une écriture fine mais ferme. « Je n'ai pas été faite pour les mensonges. » 5 mots qui contenaient tout un monde de reproches, de douleurs, d'adieux. 5 mots qui le transpercèrent comme des poignards. Les yeux embués, et pour la première fois depuis la mort de son père, Sébastien d'Altaré se permit de pleurer. Mais les larmes ne durèrent pas. À chaque larme versée, quelque chose changeait en lui. La douleur se transformait en résolution, le désespoir en détermination. S'il avait perdu Émilie à cause des manipulations des Rivière, il s'assurerait au moins qu'il ne contrôlerait plus jamais sa vie. Il saisit le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Maître Torres, c'est d'Altaré. Il est temps d'activer le plan de contingence dont nous avons parlé. Oui, je suis certain. Lancez-le immédiatement. » À midi, la bombe avait explosé dans les cercles économiques du sud de la France. Sébastien d'Altaré, l'un des agro-industriels les plus prometteurs de la région, avait annoncé la rupture unilatérale de tous les contrats avec Agro-Rivière, l'empire de M. Eugène. Mieux encore, il avait déposé une plainte officielle pour pratiques monopolistiques et coercition, soutenue par une documentation que ses avocats collectaient en secret depuis des mois. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Les actions de ces entreprises chutèrent en bourse. Les banques suspendirent leurs lignes de crédit. Les fournisseurs commencèrent à appeler, inquiets des paiements à venir. Valentine Rivière fit irruption au domaine telle une tempête, escortée de 2 gardes du corps massif. « Tu es devenu fou !» cria-t-elle en entrant dans son bureau sans y être invitée. « Mon père est furieux. Tu sais ce que tu viens de faire ?» Sébastien la regarda avec un calme qui la déstabilisa. « Parfaitement, je viens de retrouver ma liberté. Nous t'avons tout donné. Une position, des contrats exclusifs, un soutien financier. Et en échange, vous vouliez mon âme ?» compléta-t-il avec un sourire triste. « C'était trop cher payé, Valentine. » C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Cette institutrice sans le sou. Le visage de Valentine se tordit dans une grimace de mépris. Qu'a-t-elle que je ne t'ai jamais donné? L'honnêteté, répondit-il simplement. Quelque chose que ni toi ni ton père ne comprendraient jamais. Ah, tu es ruiné, Sébastien. D'ici une semaine, tu auras perdu ce domaine, tes entreprises, tout. Mon père y veillera. Peut-être, concéda-t-il, sans perdre son calme. Mais ce sera mon choix, pas le sien, et crois-moi, je préfère tout perdre que de me perdre moi-même. Quand Valentine quitta les lieux, en promettant des représailles dignes de tragédies antiques, Sébastien resta seul dans le silence de son bureau. Il savait que les jours à venir seraient rudes. Monsieur Eugène Rivière était un adversaire puissant et impitoyable, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Libre de prendre ses propres décisions, libre d'être celui qu'il avait toujours été, pas celui qu'on attendait de lui. Ce soir-là, alors que les téléphones continuaient de sonner sous les appels urgents de partenaires et de créanciers qu'il ignorait volontairement, Sébastien s'assit pour écrire. Les mots jaillirent d'un lieu profond, sincère, douloureux, un lieu qu'Émilie seule avait su atteindre. « Chère Émilie, quand tu liras ceci, si jamais tu le fais, mon monde se sera effondré et reconstruit. Je n'attends pas que tu comprennes mes choix, ni même que tu les approuves. Je veux seulement que tu saches la vérité. Je t'ai aimé dès le premier instant, quand tu m'as défié près du bassin. Je t'ai aimé pour ton courage, pour ton authenticité, pour ta capacité à voir au-delà de mon masque d'homme puissant. Avec toi, pour la première fois de ma vie, je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Aujourd'hui, j'ai brisé toutes les chaînes qui me liaient à une vie que je n'ai jamais choisie. Peut-être vais-je perdre ce domaine, peut-être devrais-je tout recommencer à zéro, mais je le ferai en étant fidèle à moi-même, et ça, je te le dois. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande rien. Je voulais seulement que tu saches que grâce à toi, j'ai trouvé le courage d'affronter mes propres démons. Où que tu sois, j'espère que tu trouveras la paix et le bonheur que tu mérites. Avec amour, Sébastien. Il contempla la lettre longuement, faisant glisser ses doigts sur l'encre encore fraîche. Puis, lentement, il la plia et la rangea dans un tiroir de son bureau,
à côté d'une photo délavée de ses parents, prise à l'époque heureuse, avant les dettes, avant les engagements, avant que la vie ne devienne si compliquée. Il ne l'enverrait pas, pas encore. Il devait d'abord prouver, par des actes, que ses paroles étaient sincères. Et pour cela, il lui fallait affronter la tempête à venir. Dehors, la nuit recouvrait le domaine du chêne vert d'un manteau d'étoiles. Quelque part, à plusieurs kilomètres de là, Émilie contemplait aussi ce même ciel depuis la fenêtre d'un hôtel bon marché à Avignon, le cœur partagé entre le soulagement et une nostalgie poignante pour quelque chose qui venait à peine de commencer. Aucun des deux ne savait que le destin, ce scénariste imprévisible, était simplement en train de préparer la scène pour le prochain acte de leur histoire. Le salon agroalimentaire Provence-Sud était l'événement le plus important du calendrier agricole du sud-est de la France. Pendant une semaine, les principaux producteurs, investisseurs et entrepreneurs du secteur se réunissaient au Palais des Congrès d'Avignon pour conclure des accords, présenter des innovations et définir les orientations du marché pour l'année à venir. Cette année, l'ambiance était tendue et pleine d'attentes. Le conflit entre Sébastien d'Altaré et l'Empire Rivière avait secoué tout le secteur. Les rumeurs allaient à bon train, que d'Altaré était au bord de la faillite, qu'il cherchait de nouveaux investisseurs, qu'il prévoyait de vendre le chêne vert. Pour alimenter encore davantage la spéculation, il avait demandé un créneau dans l'auditorium principal pour faire une annonce spéciale. Émilie n'en savait rien. Après 2 semaines à Avignon, elle avait décroché un modeste emploi de tutrice dans un centre éducatif pour adultes. Elle vivait dans un petit appartement loué, tentant de reconstruire sa vie et d'oublier ce qu'elle avait laissé derrière. Chaque soir, elle luttait contre l'envie d'appeler son père pour prendre des nouvelles, de lui, de Sébastien. La fierté l'emportait toujours, mais de peu. Ce matin-là, la directrice du centre éducatif l'avait convoquée dans son bureau avec un sourire énigmatique. « Émilie, j'ai une proposition qui pourrait t'intéresser, » dit-elle en lui tendant une enveloppe élégante. « La Fondation Pédagogie Rurale nous a offert 2 invitations pour le salon agroalimentaire. Ils recherchent des enseignants pour un nouveau projet dans des zones rurales défavorisées. J'ai immédiatement pensé à toi. »« Toz, je ne suis pas sûre d'être prête à retourner dans un environnement rural, » répondit Émilie hésitante. « Ce n'est qu'un salon, voyons, » l'encouragea la directrice, « et la rémunération qu'ils proposent est excellente. Va au moins écouter leurs propositions. » Et c'est ainsi qu'elle se retrouva là, perdue au milieu de costumes onéreux et de conversations sur hectares et rendements, se sentant totalement déplacée dans sa simple robe bleu marine. Elle avait parcouru les stands éducatifs sans trouver la moindre mention de cette fameuse fondation. Elle s'apprêtait à partir lorsque les haut-parleurs annoncèrent la présentation spéciale de Sébastien d'Altaré dans l'auditorium principal. Son premier réflexe fut de fuir. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était de le revoir, de rouvrir une blessure à peine refermée. Mais quelque chose, peut-être la simple curiosité ou un destin obstiné, la mena jusqu'aux portes de l'auditorium. « Avez-vous une invitation, mademoiselle ?» demanda un agent de sécurité. « Non, je... » « Laissez-la passer, » interrompit une voix familière. C'était Ernest, élégant dans un costume qu'elle ne lui avait jamais vu porter. « Elle est avec moi. »« Papa !» s'exclama Émilie stupéfaite. « Que fais-tu ici ?»« J'accompagne monsieur d'Altaré, » répondit-il avec naturel. « Et toi ?»« On m'a invité pour un prétendu projet éducatif, mais je pense qu'il s'agissait d'une erreur. » Un sourire énigmatique traversa le visage d'Ernest. « Il n'y a pas d'erreur, ma fille. Juste des instants où l'on ne comprend pas encore le plan en entier. » Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, les lumières commencèrent à s'atténuer. Ernest la guida vers un siège au milieu de l'auditorium déjà presque plein. Sur scène, un grand écran affichait le logo de d'Altaré Agro-Industrie. « Reste jusqu'à la fin, » murmura Ernest en serrant sa main. « Promets-moi d'écouter tout. »« Tiens papa, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Ernest s'éloignait déjà, la laissant confuse, le cœur battant. L'auditorium plongea dans le silence lorsque Sébastien d'Altaré monta sur scène. Émilie retint son souffle. Il paraissait plus mince, les cernes visibles même de loin, mais il se déplaçait avec la même élégance et assurance qu'autrefois. Il portait un costume gris foncé parfaitement ajusté, mais quelque chose en lui avait changé. Il semblait plus vrai, moins calculé. « Bonjour à toutes et à tous », commença-t-il d'une voix claire et assurée. « Merci d'être venu assister à ce qui est, probablement, l'annonce la plus importante de ma carrière. » Un murmure parcourut la salle. Émilie s'enfonça dans son siège, priant pour passer inaperçue. « Vous avez tous entendu les rumeurs.
poursuivit Sébastien, que je suis au bord de la faillite, que le chêne vert est à vendre, que j'ai rompu avec les rivières dans un moment de folie. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Certaines de ces rumeurs sont vraies, d'autres beaucoup moins. L'écran derrière lui afficha des graphiques financiers, des prévisions, des chiffres. Sébastien les expliqua avec précision, détaillant comment la rupture avec Agro-Rivière avait affecté ses entreprises, mais aussi comment il restructurait l'ensemble. « Je ne suis pas en faillite », clarifia-t-il. « J'ai perdu des contrats importants, oui, des investissements aussi. Mais ce que beaucoup considèrent comme une catastrophe financière, je le vois comme le prix de la liberté. De nouvelles images apparurent à l'écran. Des paysans souriants, des enfants dans des écoles rurales, des projets communautaires. Pendant des années, j'ai bâti un empire fondé uniquement sur les chiffres, poursuivit-il, la voix empreinte d'une émotion croissante. Je croyais que la réussite se mesurait en hectares, en tonnes, en zéros sur un compte bancaire. Je me trompais. Émilie écoutait, captivée, sentant que chaque mot était adressé à elle. Il y a quelques semaines, Sébastien baissa légèrement la voix, obligeant tout le monde à se pencher en avant pour mieux l'entendre. J'ai rencontré quelqu'un qui a totalement changé ma perspective. Quelqu'un qui m'a appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle craignait que tout le monde autour puisse l'entendre. Cette personne, poursuivit Sébastien, m'a montré par son exemple que l'authenticité, la passion et l'engagement envers les autres sont la véritable richesse. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que tous mes biens matériels. Un silence absolu régnait dans l'auditorium. Même les entrepreneurs les plus cyniques semblaient captivés par la sincérité de sa voix. Alors oui, j'ai rompu mon alliance avec les rivières. J'ai mis fin à un engagement que je n'aurais jamais dû accepter. J'ai risqué mon empire. Et vous savez quoi? Je ne le regrette pas. Parce qu'en le faisant, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Mon intégrité. L'écran changea à nouveau, affichant désormais le logo d'une fondation, Fondation éducative du Chêne Vert. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour chercher des investisseurs traditionnels, annonça-t-il. Je suis ici pour vous présenter un nouveau modèle d'entreprise. Un modèle où le succès se mesure non seulement à la rentabilité, mais aussi à l'impact social, où le profit s'accompagne de responsabilité. Il se mit à détailler un projet ambitieux combinant agriculture durable et éducation rurale. Chaque exploitation agricole aurait une école associée. Chaque innovation technologique serait accompagnée de programmes de formation pour les communautés locales. Pour ce projet, conclut-il, j'ai besoin de partenaires qui partagent cette vision, des personnes qui comprennent que nous pouvons prospérer sans être impitoyables, que nous pouvons grandir sans détruire. Il fit une pause, respirant profondément. Mais plus que des partenaires financiers, j'ai besoin de quelqu'un qui donne une âme à ce projet, quelqu'un dont la passion pour l'éducation soit aussi forte que la mienne pour cette terre. Et alors, ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie dans la foule. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Elle voulut fuir, disparaître, mais il était trop tard. « Émilie Galland », dit-il d'une voix mêlant surprise et émotion, « tu es là ». Tous les regards se tournèrent vers elle. Émilie sentit ses joues s'empourprer, incapable de bouger. D'un pas décidé, Sébastien descendit de la scène et traversa l'allée centrale vers elle. Le public, intrigué, suivait chacun de ses mouvements avec étonnement. « Je n'avais rien planifié, dit-il une fois face à elle, assez fort pour que tout le monde entende, mais avec une intimité qui créait une bulle autour d'eux deux. Je ne savais pas que tu serais ici, mais peut-être est-ce un signe que certaines choses sont destinées à arriver. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit, s'agenouillant devant elle. « Dans cette enveloppe se trouve l'acte de propriété du Chêne Vert, dit-il, la voix légèrement tremblante. Ça, si tu l'acceptes, le domaine est à toi. Tu pourrais en faire la plus belle école rurale de toute la Provence. » Émilie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, incapable de croire à ce qui se passait. « Mais il y a une chose que je ne peux pas inscrire sur un acte notarié, » poursuivit Sébastien en la regardant dans les yeux. « Mon cœur, il t'appartient déjà, même si tu ne le réclames jamais. » Un murmure ému parcourut l'auditoire. Certains applaudirent même. « S'il te plaît, supplia-t-il, dis-moi que tu envisageras au moins de me pardonner. Dis-moi qu'on peut essayer. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Émilie. Toute la colère, la douleur, la fierté blessée se dissolvaient devant la preuve d'un amour si public, si vulnérable, si courageux. « Je t'ai déjà pardonné il y a longtemps, » parvint-elle à dire enfin. « J'avais juste peur. Et maintenant ?» demanda-t-il avec une lueur d'espoir presque enfantine dans la voix.
Pour toute réponse, Émilie se pencha et scella ses lèvres aux siennes avec un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. L'auditorium éclata en applaudissements et en acclamations. « Oui », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Essayons. » Les mois qui suivirent la déclaration publique de Sébastien au salon agroalimentaire furent intenses, rythmés par le travail et les réajustements. Le chêne vert commença à se transformer, non seulement dans son apparence, mais dans sa vocation et son essence. Là où autrefois ne poussaient que des cultures commerciales, s'épanouissaient désormais aussi des projets éducatifs, des potagers communautaires et des espaces d'apprentissage ouverts. Émilie était revenue au domaine, non plus comme la fille du contremaître, mais comme directrice du premier projet de la Fondation, une école rurale modèle occupant l'aile est de la maison principale, entièrement rénovée pour accueillir les enfants des ouvriers et ceux des villages voisins. « Tu es sûr de vouloir consacrer autant d'espace de la maison à l'école ?» avait demandé Émilie en consultant les plans de rénovation. « Tu pourrais construire un bâtiment séparé. »« Cette maison a toujours été trop grande pour une seule personne, » répondit Sébastien en passant son bras autour de sa taille. « Et puis, j'aime l'idée d'entendre des rires d'enfants dans ces couloirs si longtemps silencieux. » Les matins au chêne vert commençaient tôt, avec le soleil à peine levé à l'horizon. Sébastien se levait le premier, préparait du café pour eux deux et le portait sur la terrasse, où Émilie l'attendait déjà, penchée sur ses plans de cours ou corrigeant des copies. Il partageait ces instants calmes avant que la journée ne commence réellement, parlant de projets, de rêves, ou savourant simplement ce silence complice qu'ils avaient appris à chérir. « Je n'aurais jamais cru tomber amoureuse d'un homme qui se lève volontairement à 5 heures du matin, » plaisantait Émilie en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Tiens et moi, je n'aurais jamais imaginé être aussi heureux de partager ma maison avec une femme qui laisse des livres partout, » répondait-il en embrassant son front. À 8 heures précises, le domaine s'animait pleinement. Les enfants arrivaient, certains à pied depuis les maisons des ouvriers, d'autres dans un petit bus scolaire que Sébastien avait acquis pour ceux qui habitaient plus loin. L'école offrait un enseignement primaire complet, avec un accent sur les sciences naturelles, l'agriculture durable et les arts. « Je veux que ces enfants grandissent en aimant la terre, mais pas comme ses esclaves », expliquait Émilie aux parents lors des réunions communautaires, qu'ils apprennent à la travailler, mais aussi à rêver au-delà de ses limites. Tout n'avait pas été simple. Au début, de nombreuses familles se méfiaient du projet. Pourquoi un entrepreneur comme Daltaré investirait-il dans l'éducation des enfants de ses employés? Qu'en tirerait-il? Il ne s'agit pas de bénéfices immédiats, répondait Sébastien quand on lui posait la question. Il s'agit de construire un avenir où nous prospérons tous ensemble. Petit à petit, la méfiance s'est dissipée. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Des enfants plus épanouis, des parents plus impliqués, une communauté qui commençait à se sentir actrice d'un projet important et non de simples pions dans un jeu économique. Ernest observait la transformation de sa fille avec une fierté silencieuse. Il la voyait s'épanouir, plus sûre d'elle que jamais, combinant la force qu'elle avait toujours eue avec une nouvelle sérénité. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse, ma petite », lui dit-il un après-midi, tandis qu'il partageait une bière sur le perron de la maison qu'elle partageait désormais avec Sébastien. « Tes yeux brillent comme quand tu étais enfant. »« Je suis heureuse, papa, » répondit-elle simplement. « Pour la première fois, je sens que je suis exactement là où je dois être. » La relation entre père et fille s'était aussi renforcée. Ernest restait le régisseur du domaine, mais désormais avec davantage de responsabilité et de respect. Sébastien le consultait pour toutes les décisions importantes liées à la production, valorisant son expérience et son savoir traditionnel. « Ton père m'apprend plus en 1 heure de promenade dans les champs que tous mes conseillers agricoles en 1 mois, » disait Sébastien à Émilie. « Il a cette sagesse qui ne vient pas des livres, mais de la terre elle-même. » Tous ne voyaient pas d'un bon œil les changements survenus au chêne vert. Les rivières, bien qu'affaiblies par leurs propres difficultés financières, restaient une force à considérer dans la région. Valentine, en particulier, n'avait pas oublié ce qu'elle considérait comme une humiliation publique. Son opportunité de vengeance arriva lors de la première cérémonie de fin d'année de l'école primaire, un événement auquel assistaient des représentants de l'éducation nationale et des médias régionaux, attirés par le succès du modèle éducatif innovant. En plein milieu de la cérémonie, alors qu'Émilie prononçait un discours émouvant sur l'avenir des enfants diplômés, plusieurs téléphones commencèrent à sonner. Quelqu'un avait diffusé massivement une vidéo montée où l'on voyait Sébastien dans des soirées privées avec des femmes, entrecoupées de photos truquées d'Émilie dans des situations compromettantes,
Le message accompagnant suggérait que tout le projet éducatif n'était qu'une façade servant à blanchir de l'argent et à redorer l'image d'un coureur de jupons et de sa complice opportuniste. Un murmure gêné parcourut l'assistance. Émilie, remarquant la distraction, s'interrompit dans son discours déconcerté. Sébastien, assis au premier rang, reçut lui aussi le message. Son visage se tendit, mais au lieu de s'énerver, il se leva calmement et monta sur la petite scène. Il semble que certains d'entre vous viennent de recevoir un certain contenu sur leur téléphone, dit-il d'une voix posée, prenant la main d'Émilie. Un contenu conçu pour nous humilier et discréditer notre travail. Un silence pesant s'installa dans la salle. Je ne vais pas nier qu'autrefois j'ai commis des erreurs, poursuivit-il. J'ai mené une vie superficielle, cherchant le plaisir au mauvais endroit. Mais cet homme-là n'existe plus. L'homme que je suis aujourd'hui est ici, en train de construire quelque chose de vrai, quelque chose qui compte, aux côtés de la femme qui m'a appris la vraie signification du mot « réussite ». Émilie, retrouvant son calme, serra sa main. Et moi, je ne m'excuserai pas d'aimer un homme qui a eu le courage de changer, de tout risquer pour ses convictions. Un applaudissement spontané partit du fond de la salle. C'était Madame Solange, la cuisinière qui avait toujours regardé Émilie avec méfiance au début. « Je les connais », s'exclama la femme. « Je les vois chaque jour œuvrer pour nos enfants, nous respecter, nous traiter en égaux. Ça vaut plus que tous les commérages du monde. » D'autres se joignirent à elle, des parents et des travailleurs qui avaient été témoins de la transformation sincère du chêne vert. En quelques minutes, la tentative de scandale se transforma en une démonstration de soutien communautaire qui laissa Émilie et Sébastien profondément émus. Plus tard, après enquête sur l'origine de l'attaque, ils confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient déjà. Valentine était derrière tout cela. Mais son geste désespéré avait eu l'effet inverse. Les médias locaux, au lieu de relayer le scandale, publièrent des reportages sur la résilience admirable d'une communauté face aux tentatives de sabotage venues de l'extérieur. « Je crois que j'ai enfin compris quelque chose », commenta Sébastien ce soir-là, alors qu'il contemplait les étoiles depuis la terrasse de leur maison commune. « Peu importe combien on essaie de nous détruire, si ce que nous avons construit a des racines profondes. » Émilie se blottit contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. J'aime bien cette métaphore d'agriculteur. C'est ce que nous sommes, non? Des cultivateurs d'un autre genre. Nous semons l'éducation, le respect, la communauté. La relation entre eux avait évolué ces derniers mois. L'ardeur initiale, la passion brûlante des premiers instants, s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus durable. Il y avait de la tendresse dans leurs gestes du quotidien, de la complicité dans leurs regards, une confiance inébranlable forgée à travers les épreuves surmontées. Et le désir était toujours présent, peut-être plus contenu dans la routine journalière, mais toujours latent, se révélant dans les instants intimes où le monde extérieur disparaissait et qu'il ne restait plus qu'eux deux, se redécouvrant mutuellement. « Tiens, tu sais ce qui est le plus extraordinaire ?» murmura Émilie, entrelaçant ses doigts à ceux de Sébastien. « Que tout cela a commencé par un défi au bord de l'étang, deux personnes qui refusèrent de voir ce qu'elles avaient juste devant elles. L'univers a des façons étranges de réunir ceux qui sont faits pour être ensemble, répondit Sébastien, déposant un baiser doux dans ses cheveux. Parfois, à travers de véritables tempêtes. Ils rirent ensemble, se remémorant ce jour dans l'enclos sous la pluie, quand tout avait commencé à changer entre eux. Puis ils restèrent en silence, savourant la paix qu'ils avaient construite, conscients que leur histoire ne faisait que commencer, que les racines qu'ils plantaient ne faisaient que s'étendre vers un avenir qui, bien que toujours incertain comme tous les avenirs, promettait d'être extraordinaire, justement parce qu'ils l'affronteraient ensemble. Au loin, les lumières de l'école restaient allumées pour une activité du soir. Des voix d'enfants chantaient une chanson traditionnelle provençale. Le vent portait l'arôme de la terre encore humide, après un récent arrosage. Tout était exactement à sa place. Le grand hangar du domaine du chêne vert, habituellement réservé au matériel agricole, avait été complètement transformé. Les poutres de bois centenaire étaient décorées de fleurs des champs et de guirlandes lumineuses, suspendues comme des étoiles tombées sur terre. De longues tables couvertes de nappes blanches, brodées par les femmes du village, entouraient un espace central dédié à la cérémonie et au bal qui suivrait. Le parfum des gardénias se mêlait à celui de la terre mouillée après une pluie légère du matin, créant une fragrance unique qui semblait célébrer l'union du raffinement et de la nature. « Nerveux ?» demanda Ernest à Sébastien pendant qu'ils attendaient dans une petite pièce aménagée en vestiaire. « Comme jamais dans ma vie », avoua Sébastien,
ajustant pour la 5e fois le col de sa chemise. Il avait choisi un costume clair, simple mais élégant, s'éloignant délibérément de la rigidité formelle de sa vie passée. « Comment elle va ?» Ernest sourit avec ce mélange de fierté paternelle et de complicité qu'il avait développé avec son futur gendre. « Sublime. Et aussi nerveuse que toi. » À quelques mètres de là, dans une autre pièce improvisée, Émilie contemplait son reflet dans un vieux miroir. Elle avait choisi une robe ivoire simple, avec des détails en dentelle évoquant les broderies provençales traditionnelles. Ses cheveux, ornés de petites fleurs blanches, tombaient en vagues naturelles sur ses épaules. « Ta mère serait si fière, » dit Madame Solange, devenue une alliée et amie inattendue. « Tu lui ressembles tant le jour de son mariage ?» Émilie sourit, sentant la présence de sa mère d'une certaine manière. « Tu crois que c'est une folie, se marier ici dans un hangar au lieu d'une église ou d'un élégant jardin ?»« Je crois, » répondit Solange avec fermeté, « que c'est exactement vous, authentique, comme tout ce que vous avez construit ensemble. » Dehors, les invités commençaient à prendre place. Ce n'était pas un mariage de masse, bien qu'il aurait pu l'être compte tenu des connexions de Sébastien. Ils avaient préféré quelque chose d'intime, les travailleurs du domaine et leurs familles, les élèves de l'école et leurs parents, quelques amis proches de chacun. Notablement absentes, les figures du pouvoir politique et économique qui entouraient autrefois Sébastien, remplacés par des visages véritablement heureux de personnes dont la vie avait été touchée par le couple. Quand la musique commença, un quatuor à cordes jouant une mélodie régionale aux accents contemporains, Sébastien prit sa place face à l'officier d'état civil, accompagné d'un ami de l'université retrouvé durant ces mois de transformation personnelle. Son regard ne quittait pas l'entrée par laquelle Émilie allait apparaître. Et puis, la voilà, au bras de son père. Un instant, le monde entier sembla suspendu. Les murmures d'admiration se dissipèrent aux oreilles de Sébastien, qui ne voyait qu'elle, la femme qui avait bouleversé sa vie, marchant vers lui avec un sourire nerveux et les yeux brillants d'émotion. « Tu es magnifique », murmura-t-il, en l'ayant enfin devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Et toi, tu es un autre homme », répondit-elle, notant quelque chose de différent sur son visage, une sérénité, une joie authentique qu'elle n'avait jamais vue exprimer aussi clairement. La cérémonie civile avança avec la formalité nécessaire, mais lorsque vint le moment des vœux personnels, un silence chargé d'attente envahit l'assistance. Tous savaient que l'ancien Sébastien d'Altaré était un homme de peu de mots, surtout quand il s'agissait d'émotions. Sébastien inspira profondément, sortit une feuille de la poche de sa veste, la regarda un bref instant, puis, à la surprise générale, la rangea à nouveau. « J'avais préparé quelque chose », commença-t-il en regardant Émilie droit dans les yeux. « Mais je me rends compte maintenant que je n'ai pas besoin de le lire, j'ai juste besoin de te parler d'ici. » Il porta sa main à son cœur. Émilie, sa voix, habituellement maîtrisée, trembla légèrement. « Avant de te rencontrer, ma vie ressemblait à un champ parfaitement ordonné, productif, efficace, mais sans véritable vie. Je pensais que la réussite se mesurait en récolte et en profit, en contrat et en propriété. J'avais tort. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Émilie, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu m'as appris que la véritable richesse réside dans les instants qui ne s'achètent pas, dans le rire d'un enfant qui apprend quelque chose de nouveau, dans la fierté d'un ouvrier qui se sent respecté, dans la paix d'un coucher de soleil partagé. Tu m'as appris à ressentir à nouveau, alors que j'avais oublié comment. » Sébastien prit les deux mains d'Émilie dans les siennes, poursuivant avec une émotion grandissante: « Je te promets de t'aimer chaque jour avec la même intensité que celle avec laquelle tu bouscules mes certitudes. Je te promets de bâtir avec toi un foyer où les mots seront toujours sincères, où le respect fleurira comme les vignes après la pluie, où nos rêves auront tout l'espace pour grandir sans limite. » À ce moment-là, Émilie n'était pas la seule à pleurer. Beaucoup parmi les invités, en particulier ceux qui avaient connu l'ancien Sébastien, observaient avec stupeur cette transformation. Un homme qui avait trouvé le courage d'aimer à haute voix. « Et surtout, conclut-il d'une voix brisée mais ferme, je promets de ne jamais oublier que cet amour n'est pas une possession, mais un cadeau que je dois mériter chaque jour. » Lorsqu'il termina, un silence ému emplit l'air. Émilie tenta de se ressaisir, respirant profondément avant d'entamer ses propres vœux. « Sébastien, » dit-elle d'une voix claire qui résonna dans tout le hangar, « je suis revenue sur cette terre en fuyant la douleur, en cherchant des racines quand tout semblait s'écrouler. Je ne m'attendais pas à trouver l'amour, encore moins avec l'homme que j'étais déterminée à défier.
Un léger rire parcourut les invités, qui connaissaient bien l'histoire de leurs premiers affrontements. Tu m'as montré que même la terre la plus aride peut fleurir si on lui en donne la chance, que la douleur peut devenir racine, une force pour grandir vers quelque chose de nouveau. Ses yeux brillaient intensément alors qu'elle poursuivait. Tu m'as appris que les apparences sont trompeuses, que derrière l'homme d'affaires froid, il y avait un homme courageux, capable de tout risquer pour ce qu'il croit. Elle serra ses mains un peu plus fort. Je te promets mon honnêteté, même lorsqu'elle sera inconfortable, mon soutien surtout dans les moments difficiles, mon rire pour les jours lumineux et mon épaule pour les plus sombres. Je te promets de te rappeler qui tu es vraiment lorsque le monde tentera de te faire douter et de t'aimer pour cet homme-là, pas pour ses possessions ni ses accomplissements. Ernest s'approcha alors, portant les alliances dans une petite boîte en bois sculptée de ses propres mains. Ses yeux brillaient de larmes contenues, tandis que les mariés échangèrent les anneaux, symbole simple mais puissant de leur engagement. Quand l'officier les déclara officiellement unis par les liens du mariage, une explosion d'applaudissements et de cris de joie fit vibrer tout le hangar. Mais Sébastien et Émilie ne l'entendirent presque pas, perdus dans un baiser qui scellait non seulement leur union légale, mais le parcours extraordinaire qui les avait menés jusqu'à cet instant. La célébration qui suivit fut aussi authentique que la cérémonie. Cuisine provençale traditionnelle préparée par les femmes du domaine, musique folklorique interprétée par des musiciens locaux, danses qui se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Sébastien, autrefois connu pour sa réserve dans les événements sociaux, dansa avec une joie communicative, soulevant Émilie dans ses bras lors d'un morceau particulièrement enlevé, provoquant des applaudissements enthousiastes. Vers minuit, alors que la fête battait encore son plein, les jeunes mariés s'éclipsèrent un instant à l'extérieur. La pleine lune baignait les champs du domaine du chêne vert d'une lumière argentée et presque magique. Au loin, les lumières de l'école brillaient comme un phare d'espérance. « Es-tu heureuse ?» demanda Sébastien, enlaçant sa femme par derrière tandis qu'ils contemplaient leur royaume partagé. « Comme jamais je n'aurais cru que ce soit possible », répondit-elle en se blottissant contre son torse. « Et toi, le redoutable Sébastien d'Altaré, est-il heureux d'avoir été apprivoisé par une simple institutrice rurale ?» Il rit, un son libre et sincère qui surprenait encore ceux qui l'avaient reconnu avant. « Tu ne m'as pas apprivoisé », rectifia-t-il en embrassant tendrement ses cheveux. « Tu m'as libéré, et c'est cette différence qui change tout. » Ils retournèrent à la fête main dans la main, non pas comme le propriétaire influent et la fille du contremaître, mais simplement comme Sébastien et Émilie, deux êtres qui avaient trouvé, dans l'endroit le plus inattendu, le courage d'aimer sans réserve et de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.